Donc, d'un point de vue reproductibilité au niveau du test musculaire, il y a quand même des études, et il y en a une récente qui a été faite par Eugene Charles puis Dr. Rosner, qui est sortie en 2015, si je ne me trompe pas, qui est vraiment intéressante pour nous parce qu'il y a une super belle reproductibilité inter-examinateur là-dedans pour, entre autres, l'évaluation puis le diagnostic des cervicalgies. Et en plus de tout ça, ils se sont servis d'un autre outil qui est, je dirais pas propre à la kinésiologie appliquée, parce qu'il y a quand même dans le monde de l'ostéopathie quelque chose de similaire qui s'appelle le toucher de localisation pour nous. En anglais, on appelle ça Therapy Localization. Donc, ils ont aussi validé, c'est la première fois qu'on était capable d'avoir des mesures objectives avec le toucher de localisation. Donc, ça venait démontrer en fait deux aspects, notre test musculaire puis le toucher de localisation qui avait une bonne fiabilité là-dedans. Donc, ça, c'est super intéressant comme étude pour nous là-dessus. Donc, ce que Cuthbert et Goodhart, Scott Cuthbert voulait absolument que George Goodhart soit dans la littérature scientifique officielle avant son décès. Donc, ils ont fait un papier pour regrouper en fait toutes les études sur le test musculaire et valider est-ce qu'il y en a une reproductibilité ou il n'y en a pas de reproductibilité au niveau du test musculaire. Et en incluant là-dedans, ils ont inclus quand même les études qu'il y avait aussi sur le test musculaire utilisé de façon conventionnelle, soit en physiothérapie ou en médecine, ce qu'on grade avec notre échelle de gradation 5+, et en descendant. Et il y en a une bonne corrélation là-dedans, quand on le regarde. Il y a eu une étude qui est venue, je dirais, contredire cette étude-là de Michael Haas, en disant qu'ils ont inclus trop d'études là-dedans, ça pouvait pas, c'est pas toute la même chose. Et eux, à l'inverse, venaient citer des études qui étaient complètement du test musculaire mal effectué, qui ne représentaient pas du tout ce qu'on fait en kinésiologie appliquée professionnelle. Et c'est ce qui est là, on a une énorme nuance à comprendre. Le test musculaire, c'est un bel outil. Le test musculaire, ça a été développé par Goodhart à travers la kinésiologie appliquée, mais son nom le dit, Goodhart. Il n'a pas breveté le test musculaire. Tu sais? Lui, il était là pour partager. Mais il y a plein de gens qui ont pris cet outil-là puis qui ont extrapolé, interprété à leur façon. Hey, avec le test musculaire, je peux tout diagnostiquer, je peux tout savoir, je peux tout faire avec ça. Donc, ça l'a fait vraiment des groupes qui ont sorti des fois des publications qui nous mettent un peu dans le trouble parce que ça ne représente pas du tout la kinésiologie appliquée professionnelle. Puis c'est pour ça que depuis environ une dizaine d'années aux États-Unis, on fait breveter PAC, Professional Applied Kinesiology, pour créer une distinction entre n'importe qui, malheureusement, a le droit de dire qu'il fait de la kinésiologie appliquée. Il n'a jamais breveté ça. Il aurait dû être assez bright comme Michael Lee, qui a breveté ART. T'sais, ça, c'est quand même, on peut le voir d'un point de vue business, mais il a été super intelligent. Parce que ça leur aurait évité probablement un paquet de ramifications tout croche que là, on est pris pour justifier, positionner, pour dire non, c'est pas ce qu'on fait nous autres. Donc, c'est la triste réalité, mais c'est la réalité, puis on est prêt à gérer ça. Donc, les tests énergétiques qui sont faits, et si vous avez le courage d'ouvrir YouTube et de mettre Applied Kinesiology ou kinésiologie appliquée, c'est gênant. En fait, souvent, j'ai comme des crampes cardiaques. Je pense que c'est le cœur. Je pense plus que c'est l'estomac, là. Ça me fait mal. Ça me fait vraiment mal quand je regarde ça parce que c'est tellement pas ce qu'on fait. Le problème, on est les principaux responsables. On devrait mettre de l'information plus pertinente, plus à niveau. Mais là, après ça, il y a tout le volet, je veux dire, de juridiction où il faut faire attention à qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on a le droit de mettre et tout ça. Je crois sincèrement que dans un avenir rapproché, on pourra contribuer à clarifier ces situations-là. Parce que là, je vous félicite d'avoir eu le courage d'arriver dans mon cours si vous aviez déjà fait un Google de Applied Kinesiology. Parce que vous allez tomber sur Quackwatch, vous allez tomber sur n'importe quel site qui dit que tout ce qu'on fait, c'est comme la foutaise. Vous jugerez avec vous, avec vos patients, si ça vaut la peine de continuer. J'ai continué depuis 19 ans, puis à date, ça vaut encore le coup. Mais je vous mets en garde parce que c'est ce que vous allez être appris à rencontrer. Puis je vais vous montrer les deux côtés de la médaille, je n'ai rien à cacher là-dessus. OK. En fait, ce qui est là-dessus, c'est exactement ça. C'est de dire, si on inclut tout ce qui n'est pas fiable, tout ce qui n'a pas de raisonnement derrière tout ça, et qu'on essaie de conclure, il y a beaucoup d'études qui essaient de conclure à une forme, on va dire, de diagnostic basé uniquement sur, mettons, un test musculaire,
on va pas y arriver parce que là, c'est vraiment, ça nous met dans une situation où il n'y a pas de reproductibilité possible parce que ça ne représente pas ce qu'on fait. Maintenant, sur ce point-là, il faut quand même comprendre que même le volet de la reproductibilité du test musculaire, même hyper bien fait, parfaitement fait, en G2 sum max, en approchant l'origine d'insertion, avec un arc de cercle, en prenant un contact mou, en prenant que le patient est dans une bonne stabilisation, il va y avoir des variabilités interexaminateurs. Parce que le test musculaire, comme l'être humain, il est dynamique. Okay? On est dans un mode où effectivement, il y a une partie qui va être 100% ou presque à 100% reproductible. S'il y a un trauma, des blessures, un aspect local, ça devrait effectivement être reproductible interexaminateur. Mais après ça, quand on tombe dans un aspect où, vous le savez, la relation patient-docteur, elle est unique. Donc, si, je ne sais pas, Mathieu vient me consulter, bien, moi et Mathieu, il va me laisser présenter une sphère de lui d'un point de vue physique, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue émotionnel, qui va peut-être être différente que si Mathieu va consulter Catherine. Peut-être dans sa dynamique avec Catherine, il fait comme « Ah, tu sais, je me sens comme plus à l'aise, tout ça. » Puis il y a un volet, je veux dire, émotionnel qui pourrait ressortir avec Catherine, qui paraîtra jamais avec moi. Est-ce que ça veut dire que le test musculaire n'est pas reproductible? Non, pas du tout. Ça veut juste dire qu'on ne peut pas mesurer, et ce serait la même chose. Ramenez-le d'un point de vue de ce que vous faites déjà, palpation. Ramenez-le d'un point de vue évaluation, je veux dire au niveau des fascias, vous allez avoir des variabilités interexaminateurs parce que l'humain est ce qu'il est, il est dynamique, il est influencé par un paquet d'autres facteurs. On commence à peine à les comprendre, à les voir, puis à pouvoir les quantifier, ces facteurs-là. Puis je vais vous montrer justement une petite vidéo tout à l'heure qui va vous l'imager un peu plus là-dessus. Donc c'est pour ça que si vous faites un atelier pratique, vous dites « Ah, crème, j'ai pas le même résultat sur Mathieu, puis le Guillaume le teste. » Bien, on veut juste s'assurer que le test musculaire est bien fait. Puis après ça, on pourra interpréter, on pourra raisonner. Puis c'est pour ça que je vous avertis, vous allez cheminer dans votre interprétation. Ça va être la même chose, ça devient un outil d'interprétation exactement comme ça, qui peut changer d'une personne à l'autre pour différents facteurs, mais on pourrait le voir juste d'un point de vue compétence. On pourrait le voir d'un point de vue expérience. Fait que si je donne cet outil-là à ma fille Alice de 13 ans, je dis « Alice, check ça. Mets ça dans tes oreilles. Écoute mon cœur. » Elle va être capable d'écouter mon cœur. Elle va être capable d'arriver à dire « Hey, ça fait boum boum, puis c'est super. » Même outil, puis après ça, on dit « OK, je le prends, puis moi, je vais le mettre. Je vais écouter le cœur à Guillaume. » Je vais lui dire « Pas beaucoup plus qu'Alice. » On a quand même eu des formations. Je m'en sors pas au quotidien. Je serais capable peut-être de dire « Oh, il me semble que ça, est-ce que c'est un souffle? Je ne suis pas sûr que c'est normal ou anormal. C'est le même outil. Peut-être j'ai un peu plus d'informations. On prend le même, puis on l'amène. « Guillaume, va donc voir ton médecin généraliste, je sais pas, tu as quelque chose, des symptômes. » Le généraliste s'en sert à tous les jours. Même si après 200 ans, les études de fiabilité, de reproductibilité du stéthoscope uniquement seul ne sont pas si bonnes que ça. Okay? Mais il s'en sert parce que c'est un outil qu'il va utiliser avec d'autres choses, comme le test musculaire. Donc, il va voir son médecin, puis son médecin dit « C'est vrai que tu as un souffle. Il y a quelque chose là-dessus. C'est sûr. Maintenant, est-ce qu'il est pathologique ou tu es né? » Je commence à aller voir le cardiologue. Le cardiologue va peut-être dire « OK, non, ça c'est un souffle qui est vraiment 99% du temps qui a été né avec. On va faire des tests complémentaires pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres problématiques, mais on va arriver à une impression clinique qui est différente tout le temps avec le même outil. Donc, vous allez vivre la même expérience avec le test musculaire aussi. Okay? Puis même, comme je disais tantôt, la subtilité interexaminateur, pour moi, c'est même une beauté du corps humain. C'est même une beauté de la relation patient-docteur, si on la comprend, si on l'accepte. Voilà, PS tendresse.